Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est vraiment un très grand plaisir d'être ici avec vous. Un grand merci. Merci de m'avoir invité. Alors, comme vous le voyez, je vais me permettre de parler à travers l'interprète, si vous le permettez. Peut-être que c'est plus pratique que l'on procède comme ceci, plutôt que d'avoir de la répétition en permanence avec une traduction consécutive. Et donc, tout d'abord, je voudrais insister sur le fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos deux pays. Regardez le drapeau, par exemple. Il s'agit juste, il suffit de retourner le drapeau. Également, j'ai pris un vol hier. J'ai pris l'avion avec notre société, on va dire partagée entre les deux pays. Et ce qui nous réunit également, c'est notre amour pour le foot. Mais en même temps, demain soir à Amsterdam, ça va très probablement nous diviser. Alors, au sujet des résultats pour ce que l'on produit également au niveau des bibliothèques publiques, Alors, les bibliothèques privées mettent en place bon nombre de programmes, comme vous le savez, pour promouvoir, par exemple, la lecture, le lettrisme avec les enfants, pour lutter contre jusqu'à l'illettrisme, l'intégration des immigrés aussi, améliorer la qualité de lecture des étudiants et bon nombre d'autres éléments aussi. Ces programmes spécifiques ont très souvent des budgets spécifiques qui leur sont alloués. Et ce que nous avons vu ces dernières années, c'est que beaucoup des financiers des bibliothèques publiques exigent ou demandent, difficile de trouver le mot, une espèce de tableau de vision du rendement en termes de valeur sociale. Et ce, dans trois sens différents. Tout d'abord, ils nous demandent, par exemple, de spécifier les cibles, quelles sont les cibles à atteindre à travers ces programmes. Et ensuite, pendant le programme, lorsqu'on est en train de collecter les données, lorsqu'on est en train de compter, d'observer ou d'interviewer, des choses comme ça. Et puis après le programme, afin d'évaluer à quel point les objectifs ont été atteints et à quel point le programme peut être amélioré. Et aussi, d'une certaine manière, c'est un exemple du cycle empirique. Le cycle empirique qu'on peut mettre en place, peut-être qu'à travers vos recherches scientifiques, vous le savez. Tout d'abord, idéalement, vous avez une théorie, vous avez le mécanisme, les mécanismes, les résultats, les contextes que vous voulez mettre en exergue à travers l'étude que vous mettez en place. Et à travers cette théorie, vous avez des hypothèses qui en résultent. Par exemple, quel genre de lien existe-t-il entre les différentes variables que vous devez mettre en place? Ensuite, vous avez les observations. Et ensuite, en fonction des observations, en fonction des résultats, vous essayez de respécifier le programme et puis vous recommencez. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, pour l'évaluation des bibliothèques publiques, vous voyez qu'il est tout à fait possible de mettre en place ce genre de cycle. Voilà, ça c'est une photo, on va dire, très simple. Or, en pratique, ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Parce qu'il y a les différents acteurs, par exemple, qui ont souvent des intérêts convergents. Ou des intérêts plutôt qui sont différents. Et cela veut dire que vous devez négocier entre les différents besoins financiers et les besoins des personnes que vous essayez d'aider à travers votre bibliothèque. Et vous pouvez aussi avoir des intérêts divergents au niveau des gouvernements locaux, régionaux ou nationaux. Il y a aussi des différences, par exemple, entre les personnes qui fréquentent les bibliothèques. Eux aussi ont leurs attentes par rapport au programme. Et même, vous pouvez avoir des utilisateurs réguliers qui ont une façon d'utiliser la bibliothèque et puis des visiteurs qui ne sont pas membres de la bibliothèque, qui viennent très occasionnellement, qui attendent
autre chose. Et puis, vous avez les organisations partenaires. Aux Pays-Bas, en tout cas, il y a beaucoup d'écoles primaires qui sont très impliquées et d'autres organisations telles que les théâtres, des musées, les archives, parfois également des centres ou des salles de concert, des théâtres. Et puis, vous avez parfois même des partenaires commerciaux, des sponsors, ces personnes, entre guillemets, qui aiment avoir un retour sur leur investissement. Donc, il n'est pas toujours facile de trouver un estimatif, une idée très claire de ce qui correspond au rendement voulu, souhaité à travers un programme. Donc, vous devez toujours naviguer entre ces différents domaines. Est-ce que les résultats comptent? Ah, quelle chirurgie formidable! Dommage que le patient soit décédé. Voilà, cela arrive parfois. Et selon les règles, ben voilà, l'objectif qui peut être spécifié avant doit dicter la réussite du projet, mais parfois, au final, l'objectif qu'on vise n'est pas du tout ce que l'on obtient. Alors, désormais, je voudrais passer en revue cette question de ce que l'on contribue en tant que bibliothèque et quels sont les résultats que nous obtenons. Déjà ce matin, on en a pas mal parlé dans le détail, donc je ne vais pas rentrer de nouveau dans le détail là-dessus. Néanmoins, je pense qu'il est important d'aborder cette question de qu'est-ce qu'on contribue, qu'est-ce qu'on apporte et quel est le résultat, qu'est-ce qu'on produit proprement dit. Par exemple, au niveau de ce que l'on contribue, ce que l'on produit, il y a les budgets, le personnel, il y a des mètres carrés qui sont nécessaires pour le travail, il y a les documents, les livres que l'on prête, que l'on prête aux clients, il y a la taille des collections, combien d'items, combien d'éléments est-ce que vous avez acheté, de telles choses. C'est tout ce que nous comptons afin de savoir ce qui doit pouvoir contribuer à la production. Ensuite, qu'est-ce que vous produisez comme résultat? Vous avez les utilisateurs, le nombre de visiteurs, le nombre de livres ou de magazines prêtés, les événements organisés, les photocopies produites, par exemple. Alors, voilà. Très globalement, c'est la différence entre ce que l'on produit et les résultats que l'on obtient. Mais on ne cherche pas à produire histoire de produire. Ça, c'est quelque chose, c'est presque managériel. Or, ce qui compte pour la bibliothèque ou pour le management de la bibliothèque, ce n'est pas ce qui compte pour l'utilisateur final. Donc, nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de spécifier, et j'espère que vous arrivez à le lire. C'est un tout petit peu petit pour ceux d'entre vous qui êtes derrière. Mais en tout cas, dans une bibliothèque, nous avons les rapports annuels qui racontent l'histoire de la bibliothèque. La bibliothèque, par exemple, a sa mission, proclame « Nous voulons contribuer au niveau de langage, à la capacité à être lettré dans une commune. » Et au niveau du résultat, dans ce sens-là, pour la bibliothèque en tant que telle, il faut une collection, il faut des livres. Après, il faut savoir combien de personnes se rendent à la bibliothèque pour constituer des groupes de lecture. Ça donne une idée du résultat qui est obtenu grâce à ce que l'on propose. Mais ce que l'on veut savoir véritablement, c'est est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont vraiment lu les livres qu'ils ont empruntés? Est-ce qu'ils ont été inspirés? Qu'est-ce qui les a étonnés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur état d'esprit, dans leur niveau de connaissance? Est-ce qu'ils ont amélioré pour les enfants, par exemple, leur capacité en termes de lecture? Et donc, c'est une toute autre histoire. Autre chose, par exemple, dont les bibliothèques vont parler dans leur déclaration de mission, c'est par exemple, nous stimulons l'implication des citoyens. Et qu'est-ce qu'on produit dans ces cas-là? Littéralement, on produit ou organise des réunions. On peut organiser le référendum sur l'Ukraine aux Pays-Bas, c'est ce qu'on a prévu au mois d'avril. Et ensuite, on peut poser la question, est-ce que nous, en tant que bibliothèque, on devrait organiser des réunions entre les personnes qui sont pour et contre ce référendum? Par exemple, il y a ces accords commerciaux entre l'Ukraine et entre l'Europe, et il y a des bibliothèques qui disent non, il ne faut pas le faire, on va perdre notre neutralité si on organise ce genre de débat. D'autres disent si, c'est une très bonne idée.
Aussi, il s'agit parfois pour une bibliothèque de fournir des éléments d'information en provenance du gouvernement. Et ainsi, vous pouvez compter les différents visiteurs, toutes les personnes qui viennent pour discuter, pour négocier. Et vous pouvez voir qui utilise le site web de la bibliothèque, par exemple, pour consulter les copies de l'enregistrement de la réunion sur YouTube. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse au final, c'est qu'est-ce que les gens ont tiré de ces réunions. Est-ce que les gens ont rencontré des personnes qu'ils ne connaissaient pas auparavant, avec qui ils ont pu échanger et discuter? Est-ce qu'ils ont reçu des informations, des infos qui leur ont permis de changer leur vision quant à ce référendum auquel j'ai fait référence? Est-ce que les personnes ont eu plus envie de s'impliquer dans le processus démocratique? Et voilà, donc ça c'est la distinction entre ce que l'on met à disposition et le résultat réel et tangible de ce que nous proposons en tant que bibliothèque publique. Alors, les résultats sont aussi des indicateurs pour le management, c'est-à-dire on utilise des moyens et on veut savoir quel est le résultat qu'on obtient. Et donc, cette évaluation des résultats, moi j'ai parlé de l'évaluation des résultats obtenus vis-à-vis de programmes spécifiques dans les bibliothèques, mais dans les bibliothèques publiques, il y a bon nombre d'autres choses qui s'y passent. Il n'y a pas que les programmes spécifiques, il y a juste les services tels que emprunter un livre au quotidien et lire le livre, ou se rendre dans une bibliothèque, rentrer dans une salle, consulter des livres, des revues, des journaux, quoi qu'il en soit. Et donc, l'impact est bien plus large que ce que je viens d'analyser. Et désormais, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Parce que, idéalement, vous voulez pouvoir même mesurer les formes d'impact non tangibles. Je suis sûre que vous pouvez imaginer, par exemple, si vous vous rendez dans une bibliothèque pour lire un journal, un quotidien par exemple, l'une des conséquences, l'un des résultats, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir une discussion. Ça, c'est un impact auquel on ne s'attendait pas forcément. Il s'agit, dans des termes plus sociologiques, de dire que peut-être que la cohésion sociale se trouvera renforcée. Donc, c'est une forme plus inattendue d'impact, mais c'est une forme d'impact qui est très présent parce que les bibliothèques nous le disent, que les gens se rendent en bibliothèque, sont là physiquement en tant que personne et aiment l'idée d'avoir un contact. Donc, il y a ces formes d'impact non intentionnel qui restent très importantes. Ce matin, nous avons parlé pas mal dans le détail de cette norme ISO 16439 afin d'évaluer l'impact des bibliothèques. Et je pense qu'il est tout à fait juste de dire que ce qui s'est passé au début, c'est que vous avez eu tout ce qui a été produit pour respecter la norme et ensuite vous avez les indicateurs de performance des bibliothèques. Et désormais, parce qu'il y a véritablement un besoin que d'avoir des chiffres et des évaluations pour voir ce que font les bibliothèques et pour voir comment les bibliothèques servent la société, c'est pour cette raison-là maintenant que nous avons cette nouvelle norme. Et vous voyez cela à travers la citation du début du rapport. C'est-à-dire, c'est en réponse à la demande mondiale pour des informations spécifiques sur la contribution des bibliothèques. Moi, j'ai travaillé donc au sein du comité international pour la normalisation et nous avons en permanence des discussions, c'est-à-dire comment faire afin de ne pas juste compter les choses qui sont très faciles à compter, afin de compter tout ce qui est beaucoup moins tangible, tous les résultats qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Mais même si c'est difficile, nous devons véritablement essayer de le faire. Et je pense que ce qui est vraiment formidable au niveau de ces normes et de cette normalisation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie tentative que de clarifier des termes, des explications qui peuvent parfois être compliquées dans la littérature. Parce que c'est ce qui nous arrive parfois de temps en temps au niveau de la recherche, lorsqu'on fait de la recherche sur
les mesures de performance, vous avez des mots tels que les bénéfices perçus, impact, le résultat, performance, l'impact social, la valeur sociale, la valeur sociétale. Et puis ensuite, nous avons ce dont nous avons parlé ce matin, le retour sur investissement. Et même en allant même plus loin, on pourrait parler du retour social sur l'investissement. Alors, ce que j'essaie, moi, de communiquer à travers cette norme ISO, c'est qu'il y a ces dimensions sous-jacentes, c'est-à-dire de clarifier la terminologie que nous avons tendance à employer. Mais si vous lisez toutes les informations sur ces normes ISO, vous allez voir qu'il y a 6 dimensions. 6 dimensions selon lesquelles on peut faire une notation pour les bibliothèques. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'un impact positif ou négatif? Est-ce que l'impact était prévu, intentionnel ou non intentionnel? Est-ce qu'il s'agit d'un impact direct et immédiat ou est-ce qu'il s'agit d'un effet en décalage dans le temps ou à plus long terme? Est-ce que l'impact a été prédéfini ou pas prédéfini? Est-ce que c'est quelque chose qui est tangible? Est-ce que vous pouvez compter la chose ou non? Dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose d'intangible? Et est-ce que c'est quelque chose de réel et actuel ou est-ce que c'est quelque chose qui est potentiel? Alors, si désormais je tente d'être beaucoup plus spécifique et de vous donner un cahier des charges, entre guillemets, sur ce qui se passe au sein des bibliothèques publiques, mon étudiant en doctorat, malheureusement, ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a réalisé une revue littéraire très détaillée sur l'impact des bibliothèques et elle a trouvé les 5 dimensions suivantes. Tout d'abord, la dimension sociale. Et les concepts qui vont avec sont l'implication au sein de la communauté ou la participation de la communauté. Par exemple, est-ce que vous êtes très impliqué dans la politique locale ou dans des organisations où il y a des bénévoles? Également l'inclusion sociale, la cohésion sociale et puis le capital social. Et la deuxième dimension, c'est la dimension culturelle. Parce que la bibliothèque municipale, par exemple, veut que les citoyens soient impliqués dans la vie culturelle, dans les arts, dans la culture, mais pas uniquement cela. On veut que les personnes soient exposées aux différences culturelles. Parce que oui, il y a des populations très très différentes dans la société. Ceci est vrai pour les Pays-Bas comme pour la France. Et donc il y a ces points de vue souvent divergents des différentes nationalités, des différentes personnes de pays différents dont il faut tenir compte. Et puis il y a la troisième dimension, c'est la dimension de l'éducation. Tout d'abord, qui est-ce qui a accès aux informations, aux connaissances? Également la promotion du lettrisme, de la lecture comme pratique, et il s'agit surtout des médias également, des systèmes d'information, comment toutes ces informations sont fournies. Et puis il y a des choses telles que l'apprentissage tout au long de la vie, des choses telles que les connaissances, les compétences, mais aussi les changements d'attitude, les changements de comportement. Et puis, il y a l'impact économique, c'est-à-dire la dimension économique. On en a parlé déjà ce matin, on en a parlé dans le détail. Ceci inclut dans la littérature au moins des choses telles que le bien-être financier des individus, des familles, des foyers, la réduction du niveau de pauvreté dans la famille, aussi le bien-être de la communauté globalement. Là, il ne s'agit pas uniquement du bien-être individuel. Des choses telles que la réduction du chômage à travers l'éducation, parce qu'on arrive à permettre aux gens d'accroître leurs compétences, leur savoir-faire. Et aussi, je crois que c'est Nicolas qui en a parlé ce matin,
Aussi, le fait que la présence d'une bibliothèque publique puisse servir de booster pour le commerce local ou le contraire. Aussi, le fait qu'il y ait des magasins, des commerces localement, c'est ce qui peut pousser les gens à se rendre en bibliothèque. Il y a un quartier, par exemple, à La Haye, là où j'habite, et je pense que c'est plutôt le contraire, parce qu'il y a un supermarché énorme et tous les gens du coin convergent sur le supermarché. Et parce que la bibliothèque est à côté, les gens se rendent aussi à la bibliothèque pour emprunter des livres. On a du mal à dire en réalité qu'est-ce qui vient en premier, comme l'œuf ou la poule. C'est peut-être une combinaison des deux. Et puis en tout dernier lieu, il y a aussi la dimension affective, c'est-à-dire des choses telles que la lecture ou écouter la musique ou les films que vous avez pu emprunter à la bibliothèque. Ça peut changer votre état physique, votre état émotionnel, votre état d'éveil émotionnel, votre expérience individuelle. Votre expérience individuelle peut être provoquée par ce que vous faites en bibliothèque ou par les livres que vous lisez. Cela peut provoquer des émotions, cela peut générer des sentiments de bonheur, par exemple. Vous pouvez être heureux parce que vous avez une vision élargie du monde grâce à ce que vous avez lu, que ce soit de la fiction ou que ce soit un documentaire. Ensuite, pour revenir en arrière, pour rentrer dans le détail sur ces termes qui sont utilisés au niveau de la norme ISO, si vous regardez la définition des termes au sein de cette norme, on pourrait dire que le mot impact est très générique, peu importe que l'effet soit positif ou négatif, intentionnel ou non intentionnel, direct ou pour le long terme. Donc, ce concept, cette notion d'impact englobe tout un ensemble de phénomènes. Alors que la notion ou le concept de valeur, bon, le mot valeur est prétendument positif. Donc, si vous parlez de la valeur ou des valeurs d'une bibliothèque, habituellement, on parle de quelque chose de positif, quelque chose qu'on veut promouvoir comme étant très bien. Mais que ce soit prévu ou non prévu, intentionnel, pas intentionnel, ce n'est pas cela qui est le plus important lorsqu'on parle véritablement de la valeur d'une bibliothèque. Alors que la notion de bénéfice, si on commence à parler de bénéfice, ben là, on peut dire nous parlons de choses positives, intentionnelles et d'impact réel. On n'entend pas forcément, en général, si ceci est quelque chose qui était direct ou pour le long terme, prédéfini ou pas prédéfini, tangible ou intangible. Et ensuite, en tout dernier lieu, nous avons ce terme avec lequel nous avons démarré, c'est-à-dire le résultat. Et dans ce cas, tout d'un coup, sur le plan du concept, le concept est beaucoup plus précis et étroit. Il s'agit de positif, prévu ou intentionnel, direct, prédéfini et réel. Donc ça, c'est ce que vous voulez spécifier lorsque vous mettez en place un programme au sein de la bibliothèque. Et c'est ce que vous devriez mesurer selon la norme si votre intention est de mettre en place un programme spécialisé au sein de la bibliothèque. Et donc, l'évaluation ou les évaluations des résultats visent à évaluer tout ce qui est positif, tout ce qui était prévu, tout ce qui est direct, tout ce qui est prédéterminé et tout ce qui est réel en termes d'effets. Alors que lorsqu'on parle de l'évaluation de la valeur, il s'agit simplement d'évaluer les effets positifs, peu importe que ce soit intentionnel ou pas, direct ou pas, prédéterminé ou pas, etc. Je suis beaucoup trop rapide, non?
Alors, voilà, on a fini avec la terminologie. Maintenant, passons aux méthodes. Nous avons parlé des résultats. Nous avons dit que parfois les résultats ne sont pas très tangibles. Il est difficile de les mesurer. Donc, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Alors, ça c'est une question à laquelle nous avons commencé à réfléchir il y a 6 ans environ aux Pays-Bas. C'est-à-dire, cette norme ISO, on ne l'avait pas encore. Cette norme est sortie en 2014. Et donc, nous avons essayé de trouver notre propre programme. Et on a commencé en disant, bon, il n'est pas facile de mesurer les résultats, de mesurer ces choses intangibles, mais au moins essayons. Essayons parce qu'il y a véritablement un besoin pour ceci. Alors d'abord, pour commencer, comment est-ce que vous mesurez des choses telles que le résultat? La norme ISO précise 3 formes de preuves que vous pouvez utiliser, des données que vous pouvez collecter. D'abord, à travers vos indicateurs par rapport au travail que vous faites, vous pouvez suggérer quels sont les résultats ou quels seront les résultats. Par exemple, si vous voyez que vous avez de moins en moins de visiteurs dans votre bibliothèque, peut-être que cela est parce que les gens n'aiment pas ce que vous faites, parce qu'ils n'aiment pas les programmes que vous mettez en place dans la bibliothèque. Et la même chose est vraie pour les prêts, par exemple, et par rapport au nombre de visites que vous avez, le nombre de personnes qui viennent. Ensuite, vous avez la preuve que vous pouvez solliciter, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions aux personnes qui viennent à la bibliothèque pour participer à des programmes ou qui viennent pour emprunter des livres. Vous pouvez leur demander qu'est-ce que vous avez appris grâce à votre visite, quelle a été votre expérience, qu'est-ce que nous vous avons apporté. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de connaissances désormais? Est-ce que vous avez plus de compétences? Est-ce que vous parlez mieux le français ou le néerlandais, par exemple? Et il peut s'agir également de bénéfices réels qui soient reliés au programme proprement dit, mais également des bénéfices potentiels. Par exemple, à votre avis, comment est-ce que cela peut vous aider par la suite, à votre avis? Qu'est-ce que vous pouvez prédire? Et bien sûr, il est très important ici, dans ce cas, par exemple, parce que vous prenez un petit peu le risque que vous ayez ce qu'on peut appeler des réponses que les gens veulent être favorables. Si les gens ont participé à un programme, il y a peu de chances qu'ils disent non, mais c'est de la merde, c'était du bullshit. Surtout si la bibliothèque leur pose la question. Mais même si vous sentez que les personnes ne sont pas forcément objectives ou que les personnes n'ont pas l'intention de répondre de façon excessivement positive, la personne dira peut-être quand même « Ah, j'ai appris moins que ce que je pensais, mais je suis venu une demi-heure par semaine et donc forcément ce programme a dû m'apporter quelque chose ». Ils vont dire cela même si ce n'est pas vrai. Donc à vous de savoir être très très objectif et critique vis-à-vis de ce genre de méthode. Et puis, il y a le troisième exemple, par exemple, des observations que vous pouvez mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Parce qu'à ce moment-là, il faut un système de code, un système de reporting. Il faut que vous soyez très pointilleux, très spécifique quant aux choses que vous voulez enregistrer, le nombre de questions, par exemple, que les gens posent à une personne s'il s'agit d'un programme d'éducation au sein de la bibliothèque. Combien de questions sont posées à l'enseignant? Vous pouvez aussi observer, mais peut-être de façon plus qualitative, ce que font les gens au sein de la bibliothèque pendant les programmes spécifiques. Et vous pouvez aussi mettre en place des tests, mais seulement jusqu'à un certain point. Par exemple, imaginons que vous ayez mis en place un programme d'éducation, vous pouvez avoir un pré-test et un test d'après coup. Que savaient les gens avant le programme et que savent les gens après ou à la fin du programme?
Cela ne veut pas dire, par exemple, que si vous séparez le début de la fin, que vous avez le résultat net de tout le programme, parce que bien sûr, les gens apprennent des choses en dehors de la bibliothèque aussi. Et donc, même dans ce contexte-là, vous devez avoir une approche critique afin de bien savoir quel a vraiment été l'apport constructif, l'apport de la bibliothèque et quels sont les apports qui proviennent d'ailleurs. Et puis bien sûr, avec ces trois éléments, vous pouvez créer des combinaisons. Et c'est ce que nous essayons de faire actuellement aux Pays-Bas. Par exemple, nous avons développé, ou nous sommes encore en train de développer, un programme afin de mesurer la valeur sociétale de la bibliothèque publique. Alors, je rentrerai un tout petit peu plus dans le détail là-dessus après coup, mais pour l'instant, je voudrais essayer d'être clair quant aux aspects, quant au domaine où cela est différent de l'approche purement économique du retour sur investissement. Là, je vais focaliser plus sur le retour sur investissement social. Donc, on a parlé du retour sur investissement ce matin, on en a parlé dans le détail. Et à ce moment-là, on essaie d'estimer ou de calculer la valeur ajoutée des services proposés par la bibliothèque. On essaie de les mettre dans des cases, on va dire, monétaires ou financières. Et typiquement, cette approche donne lieu à quelques estimatifs de la valeur nette de chaque dollar, on va dire, ou de chaque euro qui a été dépensé, qui a été investi pour un programme ou pour la bibliothèque. Alors, il y a eu un certain nombre d'études. Si vous les cherchez, vous trouverez bon nombre d'études à ce sujet. Il y a eu une revue Meta qui a été réalisée en Norvège en 2009 à Abo. Et puis, il y a eu une étude également aux États-Unis, Judith Arns et al. En 2013. Et si vous consultez ces études, vous pourrez voir que là, typiquement, la bibliothèque produit bien plus que ce qu'on doit apporter en termes de contribution financière. Donc, dans la méta-étude d'Arbo, elle a trouvé le chiffre en moyenne. Elle a dit que pour chaque dollar ou chaque euro que vous investissez dans une bibliothèque publique, vous allez produire 4,2 $ en termes de rendement. Là, je parle de valeur économique ou de valeur sociétale. Et dans l'étude américaine, ce chiffre était encore plus élevé. Pour chaque dollar que vous y investissez dans le système de bibliothèque publique, vous allez générer un rendement de 5,8 $. Mais bon, ceci est très très positif. Mais ça, c'est le genre d'information, que les politiques des communautés ont besoin d'avoir, qu'ils aiment avoir. Et donc, de plus en plus aux Pays-Bas, les bibliothèques municipales ou locales louent les services de spécialistes pour leur donner ce genre de chiffres. Mais pour être tout à fait honnête, il faut dire, comme nous l'avons déjà dit ce matin, il y a pas mal d'écueils avec cette méthode. Il y a des obstacles. On a besoin d'inférer, de suggérer bon nombre de choses qu'on ne peut pas véritablement vérifier. Oui, donc il faut toujours prendre ça avec une pincée de sel, comme on dit. Ou avec des pincettes. Alors que, malgré tout, on est là pour promouvoir, pour prêcher pour notre paroisse, entre guillemets, donc c'est très bien d'avoir ce genre de chiffres. Mais, pour aller encore plus loin vis-à-vis de cette approche, je pense qu'on peut dire que dans bon nombre de municipalités aux Pays-Bas, ils ont décidé désormais d'adopter une approche qui s'appelle le retour social sur investissement. Et donc, cela est une combinaison de ces indicateurs économiques d'un côté et également d'indicateurs plus sociaux. Et on pourrait dire que c'est plutôt la valeur sociétale des programmes qui sont mis en place par les bibliothèques. Et donc, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que vous avez la bibliothèque et puis la municipalité
qui travaillent ensemble afin de se mettre d'accord sur les résultats qui doivent être obtenus par la bibliothèque dans un avenir proche, par exemple. Donc, nous mettons en place un programme. On dit, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en 2016 et d'ici 2018, donc dans 2 ans, nous voulons avoir augmenté le nombre de visiteurs et vous devez être très spécifique dans ce que vous dites. Donc, si à l'heure actuelle, par exemple, annuellement, vous avez 1 million de visiteurs, et avec cette approche, avec le retour sur un investissement social, vous dites, par exemple, je veux 10% de plus dans 2 ans, donc 1,1 million. Ou pour vous donner un autre exemple, on peut dire, bon, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école parce que les enfants n'ont pas envie de rester au sein du système d'éducation. Les enfants ont du mal à suivre le programme proposé par l'éducation nationale. Si la bibliothèque décide d'aider ces enfants, nous pourrions avoir un objectif comme quoi nous voulons réduire le nombre d'élèves qui décident de ne plus aller à l'école ou nous voulons diviser par 2 ce chiffre. On peut avoir des ambitions justement très ambitieuses. On peut être aussi ambitieux qu'on le veut. Par contre, il faut être réaliste dans les objectifs. Mais au moins, donnez-vous des objectifs que et la bibliothèque et la municipalité trouvent pertinentes. Et 2 ans plus tard, on peut dire ce qu'on a atteint comme objectif. Peut-être qu'on n'arrive pas à cocher les cases des 10 objectifs qu'on s'était fixés, mais peut-être qu'on a réalisé 5 des 10 objectifs et peut-être qu'on a fait des progrès sur les 5 autres. Donc, ça peut être très prometteur. Mais bien sûr, ce qui est difficile à travers cette approche, c'est que pour chaque objectif que vous avez, si vous voulez réduire le nombre d'élèves qui ne vont plus à l'école ou augmenter le nombre de visiteurs, forcément, vous avez besoin d'indicateurs valables et pertinents. Et ce n'est pas toujours facile de se mettre d'accord avec la municipalité sur quels sont les indicateurs qui sont vraiment des indicateurs béton pour ce que vous avez envie d'analyser. Voilà, donc c'est ce qui rend toute cette tâche, toute cette approche extrêmement difficile. Et ensuite, le programme dont j'ai parlé, ceci est le programme que nous mettons en place depuis 2010-2011 aux Pays-Bas. Nous l'appelons l'évaluation de la valeur sociale ou sociétale. Et il est très important de dire que ce programme est encore en cours de construction. On a fait pas mal de chemin, mais nous sommes encore en train de piloter un certain nombre d'études et je rentrerai dans le détail là-dessus. Alors, ce que nous voulons faire, en fin de compte, c'est que nous voulons avoir d'un côté l'approche du sommet vers la base et puis de la base vers le sommet. Les bibliothèques aux Pays-Bas, par exemple, sont essentiellement responsables de ce programme. Et nous avons essayé et nous essayons encore de mettre en place et de développer des questionnaires qui constituent un modèle corps ou un modèle central qui pourra ensuite être utilisé dans chacune des organisations de bibliothèques, 155 dans le pays. Et puis il y a des modules séparés que les bibliothèques peuvent décider d'inclure ou pas. Et là, je parle de questionnaires, mais nous sommes aussi en train de mettre en place et de concevoir d'autres instruments. Mais je pense que les questionnaires constituent l'élément le plus important quand même. Alors, ces questionnaires sont développés de telle façon à ce que, essentiellement, ils visent à aider les bibliothèques publiques à pouvoir améliorer et augmenter leur valeur sociétale. Le but étant que les bibliothèques puissent faire du benchmarking, qu'ils puissent également évaluer de façon très claire quels sont les objectifs qu'ils veulent avoir. Ils peuvent se comparer aux autres et ils peuvent ensuite créer des forums de discussion avec les autres bibliothèques afin de capitaliser sur leurs bonnes expériences, leurs bonnes pratiques. Et ainsi, si je copie un bon programme mis en place par une autre bibliothèque, je peux m'améliorer dans mes pratiques, par exemple.
Donc, encore une fois, ce n'est pas juste une question d'utiliser des questionnaires quantitatifs, mais il s'agit aussi de mesures qualitatives. Donc, des études où on observe le comportement aussi. Parfois, on organise ce qu'on appelle des focus groups, des groupes de consommateurs, entre guillemets, qui se réunissent afin de parler d'un programme de lettrisme, en quoi c'est constitué, par exemple, dans la tête des participants. Et si on utilise cet instrument core, cet instrument très opérationnel, ou en tout cas c'est l'objectif, par la suite, on veut pouvoir distribuer ce système, cet outil à travers tout le pays. Mais tout d'abord, essentiellement, il s'agit de tenter d'aider les bibliothèques locales pour qu'ils puissent améliorer les services qu'ils apportent. Mais ensuite, on va interconnecter tout ça au niveau national. Le but étant de peindre le portrait réaliste afin de démontrer au gouvernement national quel est l'apport total, la contribution totale vis-à-vis de la société de la Bibliothèque nationale. Donc, on veut surtout dire, voilà, c'est ça notre apport, notre contribution sociétale. Et donc, les objectifs de cette évaluation de la valeur sociale ou sociétale comportent deux piliers. Pour résumer, d'un côté, nous voulons évaluer la valeur sociétale du système de bibliothèque à un niveau national, mais basé sur les mesures qui sont d'abord réalisées en local. Et deuxième point, mais peut-être encore plus important, nous voulons aider les bibliothèques locales à améliorer leurs programmes, parce que si les bibliothèques utilisent cet instrument afin d'améliorer leur propre programme, forcément, normalement, on s'attend à ce que la valeur sociétale totale augmente également. Et à l'heure actuelle, nous sommes donc en train de préparer une étude pilote au sein de 2 bibliothèques municipales. Et ces 2 organisations ont plus d'un site, si vous voulez. Même l'une des bibliothèques se situe à Amsterdam et ils ont 25 sites un peu partout dans la ville et même certaines bibliothèques qui sont à l'extérieur de la ville. Et l'objectif est de comparer leur situation avec la situation dans une zone rurale où il n'y a pas de grande ville à proximité, où il y a une toute autre organisation dans une zone très rurale où, encore une fois, il y a de petits villages avec des sites, plusieurs sites pour la même bibliothèque. Et donc, nous allons combiner cette étude entre Amsterdam et cette région rurale afin de voir comment ça fonctionne avec les questionnaires. Est-ce que nos questionnaires performent bien dans ces contextes différenciés? Voilà, à l'écran, vous avez tous les détails sur ce programme. Je vais juste vous montrer quelques résultats d'une partie de ce programme. Autre chose que nous avons produit il y a 3 ans. Il y a 3 ans donc, nous avons réalisé une étude et nous avons vu qu'en Finlande, par exemple, il y avait des chercheurs qui faisaient quelque chose de tout à fait similaire mais différent en même temps. Et donc, on a décidé d'inclure leurs questions dans nos questionnaires. Et la même chose est arrivée en Norvège et plus tard en Corée du Sud et puis aux États-Unis. Donc, il y a eu un ensemble de 20 questions qui ont été posées à un échantillonnage plus ou moins représentatif de ces différentes populations. Et nous, ce qu'on voulait faire, bien sûr, c'est de comparer les résultats. On voulait savoir qu'est-ce qui est important pour les citoyens de ces 5 pays. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est qu'en Finlande, surtout en Finlande et en Corée du Sud, par exemple, et aux États-Unis, vous pouvez voir que la bibliothèque publique est importante dans bien plus de domaines de la vie quotidienne qu'en Norvège et aux Pays-Bas.
Ce que vous voyez d'après ce tableau, par exemple, c'est que au moins les citoyens des 5 pays sont d'accord pour dire que la chose la plus importante, ce sont les bénéfices perçus de ce qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire leur plaisir dans la lecture. Mais il y a des choses aussi comme l'auto-éducation, entre guillemets. On voit qu'en Finlande, en Corée du Sud et aux États-Unis, ceci est bien plus important qu'en Norvège et qu'aux Pays-Bas. Aussi, vous voyez des différences, par exemple, au niveau de l'histoire et de la société. Aux États-Unis, ceci constitue un bénéfice très important, un bénéfice perçu par les lecteurs. Et la même chose est vraie en Corée du Sud jusqu'à un certain point. Mais en Norvège et aux Pays-Bas, ce n'est pas tellement le cas, ou à une échelle réduite. Donc, ce que cette comparaison nous a appris, déjà en comparant, on va dire, cette photo instantanée des Pays-Bas par rapport à ces 4 autres pays, c'est que peut-être, en comparaison, le système des bibliothèques aux Pays-Bas prend la lecture et le plaisir de la lecture un peu trop au sérieux, si cela est possible. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que c'est parfois au détriment de d'autres activités potentielles dans des domaines non-fiction. Donc c'est aussi quelque chose que nous avons appris, on va dire, à travers ce mini-projet lié au projet de grande envergure. Et là, vous avez le résultat sous forme de graphique. Si vous comparez tous les bénéfices à gauche, par exemple, là, vous pouvez voir que la Finlande, les États-Unis et la Corée du Sud ont des notes bien plus élevées qu'aux Pays-Bas. Et si vous regardez les bénéfices que les citoyens néerlandais ont obtenus liés au monde du travail, par exemple pour améliorer leurs compétences ou pour trouver un nouveau poste ou trouver des informations sur le travail, vous voyez, les notes sont très très basses comparées aux autres pays. Et la même chose est vraie pour l'éducation. Et même pour des objectifs du quotidien, par exemple liés au centre d'intérêt. Imaginons, vous avez besoin de réorganiser votre jardin et vous vous rendez à la bibliothèque pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Et donc, c'est une chose très importante que nous avons apprise, c'est-à-dire concernant la valeur sociétale du système de bibliothèque aux Pays-Bas. Je le répète, peut-être que nous accordons trop de valeur, trop de temps à la promotion du temps de lecture, au lieu de tenir compte aussi de d'autres domaines, d'autres sujets qui pourraient intéresser les personnes qui se rendent dans nos bibliothèques. Et donc voilà, ceci a été une présentation courte, disons 50 minutes, de ce que nous avons fait. Il y aura une suite. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de développer tout ce programme et je serais vraiment ravie de rester en contact avec vous afin de voir quels sont les enseignements que nous pouvons tirer les uns des autres. Parce qu'il ne s'agit pas de développer des outils de mesure avec une approche en silo. On ne peut pas travailler seul. On a besoin d'apprendre des autres. Il y a des projets absolument magnifiques en cours au Canada, par exemple, et aussi dans certains pays africains. Et vraiment, nous devons apprendre les uns grâce aux autres. Je pense que ceci est quelque chose de très important. Merci. Alors, il nous reste pas mal de temps, au final, si vous avez envie de poser des questions. Et si vous vous demandez ce que j'ai fait toute la matinée, si j'ai écouté une langue que je ne comprends pas, ce n'est pas vrai. Non, non, je comprends pas mal de français, donc au niveau de l'écoute, cela va bien. Donc je vous en prie, vous pouvez poser vos questions ou formuler vos commentaires en français, je comprendrai. Et il ne va même pas avoir besoin de mon aide.
Marie-Claude Deboin, je suis déléguée à l'information scientifique et technique du CIRAD, qui est un centre de recherche. C'est un EPIC, c'est un établissement public à caractère industriel, économique en France. Are there some other studies conducted in universities in different countries? Do you know, do you have led these kind of studies in another environment? La question de Madame, c'est est-ce qu'il y a d'autres études qui sont réalisées dans d'autres pays, dans d'autres environnements? Est-ce que vous en avez connaissance? En fin de compte, il y en a pas mal. Si vous regardez les normes ISO 11630, si vous regardez, vous voyez qu'il y a un bon nombre d'informations. Ce matin, il y a autre chose qui a été mentionné. Siso Ito, je pense à parler d'un programme, d'un consortium d'universités, de bibliothèques universitaires aux États-Unis et à l'étranger aussi. Et il y a un instrument de mesure qui a été développé. Un instrument qui est pas mal pour mesurer ce genre de choses. Il me semble qu'il y a aussi une société canadienne qui s'appelle le comptage des opinions, si je traduis, qui a réalisé aussi des recherches sur les plus grandes bibliothèques ou les bibliothèques métropolitaines, mais je ne sais pas s'ils incluent uniquement les bibliothèques publiques ou les bibliothèques universitaires aussi. Mais je pense qu'on peut dire que tout ce système de mesure de performance provient essentiellement du domaine des bibliothèques universitaires, plus que des autres bibliothèques à l'origine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez des exemples de ce genre d'impact ou de résultats non intentionnels? Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. C'est vrai que c'est une question très spécifique. Je ne saurais pas y répondre. Je suis désolée. Jean-Louis Glénisson, médiathèque de Poitiers. Je suis là. Moi, c'est une réflexion, peut-être une question qui renvoie aussi à ce qui a été dit ce matin, mais bien sûr beaucoup à votre développement de tout à l'heure. Donc on voit bien, d'après ce qui a été présenté, l'utilité, mais aussi donc la complexité de cette démarche pour évaluer les impacts des bibliothèques sur la société, etc. Et je crois qu'il y a un facteur qui a été un petit peu évoqué ce matin, mais pas beaucoup, c'est le facteur de temps, de durée, parce que quelqu'un ce matin avait dit il y a intérêt à avoir une démarche un peu de type barométrique, c'est-à-dire
de loin en loin de répéter cette évaluation de façon cohérente, régulière. Et bien souvent, le problème que nous rencontrons avec les collectivités locales, les politiques finalement, c'est que nous n'avons pas la même notion de la durée et pas les mêmes calendriers toujours. Et bien souvent, pour préparer un tel plan, pour adapter la bibliothèque à des évolutions, mener cette évaluation, il faut du temps, il faut répéter, et il y a une espèce d'inertie entre le moment où on met au point cette évaluation et le moment où on va pouvoir mettre en œuvre les solutions, en tout cas les mesures que nous pensons être utiles pour faire évoluer la bibliothèque. Et je ne sais pas comment vous allez l'inclure dans votre programme expérimental aux Pays-Bas, mais c'est effectivement une dimension très importante, je crois. Je suis d'accord, mais vous voulez dire que cette inertie va véritablement entraver à l'enseignement qu'on peut tirer des évaluations qui ont été réalisées bien en amont? Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est la partie qui est difficile. Parce que vous avez on va dire, les bureaux municipaux n'aiment pas attendre. Eux, ils veulent vraiment un résultat immédiat, instantané, grâce au programme. Et c'est aussi quelque chose avec laquelle nous avons dû nous battre avec ce programme. Parce que nous, on savait pertinemment qu'il faudrait plusieurs années avant qu'on ait vraiment des résultats tangibles, des résultats de recherche fiables, et on n'a pas encore fini. Mais tout le monde voulait qu'on termine il y a 3 ans. Donc je suis tout à fait d'accord. I will speak in French because anyway there will be a translation. So, merci beaucoup. J'ai trouvé votre intervention vraiment intéressante, et en particulier j'ai trouvé que vous rendiez bien compte de la complexité, de la difficulté à essayer d'identifier des schèmes causaux, enfin une sorte de causalité directe sur les intentions et les résultats. Bon. Et en même temps, tout d'un coup, mais peut-être c'était mon esprit qui était flottant dans ce cas-là, je m'en excuse, tout d'un coup, vous avez sauté vers le Social Return on Investment, comme si c'était un petit peu le dispositif vers lequel vous souhaitiez plutôt aller. Or, derrière le Social Return on Investment, il y a quand même la mobilisation d'un langage bien particulier qui est l'usage de la monnaie et donc de la construction de prix dans des espaces qui jusqu'ici échappent au prix. Et donc on essaie d'affecter des prix fictifs sur des espaces, disons, non marchands, en tout cas, voilà. Et donc je voulais savoir si là aussi vous aviez une analyse réflexive là-dessus, si vous aviez une analyse, disons, critique sur la construction de prix fictifs, premièrement, et deuxièmement, c'est très développé dans le domaine de l'écologie. Et certains disent que dans le domaine de l'écologie, lorsqu'on applique ce type de méthode, on prépare aussi les esprits à une marchandisation, commodification. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus, ou bien ou pas, ou bien peut-être je me suis trompée sur votre usage du SROI? Alors, vous dites que c'est une question de prix fictif. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est une étude sociologique très intéressante réalisée par des sociologues aux Pays-Bas, des sociologues spécialisés dans le culturel, et ça va très bien avec cette approche par rapport au retour sur investissement.
Alors, ces personnes ont réalisé une étude longitudinale sur comment les élèves au sein du système d'éducation sont socialisés à travers la lecture, mais pas seulement dans le monde de l'éducation, mais également dans le foyer familial. Parce que bien sûr, l'influence, la source d'influence la plus importante, ce qui fait que les enfants lisent ou ne lisent pas, c'est lié à l'environnement familial, au nombre de livres qui se situent dans le foyer familial. C'est très pertinent dans ce genre d'études. Mais à la fin de cette étude, on voyait très très clairement, et il me semble qu'il y avait 5 critères qui devaient préciser très clairement si la personne allait grandir dans un environnement très riche au niveau de la littérature, au niveau de la lecture ou pas. Et si une personne grandissait dans ce qu'on peut appeler un environnement favorable, ces chercheurs ont découvert qu'on pouvait passer 1,2 à 1,5 ans de plus dans le système d'éducation que si on était dans l'autre catégorie. Et la bonne chose, c'est qu'on peut aussi, à travers cette approche, séparer très clairement quelle est la contribution de l'école, quelle est la contribution de l'environnement familial et quelle est la contribution de la bibliothèque. Vous voyez, il s'agit d'une étude quantitative, mais étant donné que l'étude a été très très bien faite sur une très longue durée, on peut véritablement arriver à obtenir un pourcentage quant à le niveau de contribution de la bibliothèque. Mais je ne sais pas si cela correspond à un prix, puisqu'on parle de prix. Il s'agit d'une quantité, oui, mais je ne sais pas si c'est un prix ou pas. Et cela vous permet de mesurer bel et bien la contribution de la bibliothèque, ou au moins de voir l'avantage qu'il y a sur le plan de l'éducation à se rendre en bibliothèque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez cité plusieurs études conduites dans des pays nordiques sur la perception des utilisateurs de la bibliothèque, et vous avez cité l'item Fun in Reading, donc le fait, j'imagine, le loisir, la lecture loisir. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait le traduire. Est-ce que est-ce que c'est ainsi que, par rapport à votre propos initial où vous avez essayé de souligner la nécessité d'évaluer en quoi la bibliothèque avait changé la vie des gens, est-ce que cette question a vraiment un sens, et est-ce qu'elle ne masque pas l'ensemble, d'autres usages de la bibliothèque dans lequel on est à la fois évidemment dans du développement personnel qui évidemment on vient non contraint à la bibliothèque, donc c'est un loisir, mais ça demande aussi un effort d'une certaine manière de se cultiver. Est-ce que ça masque pas pour les utilisateurs d'autres réponses, peut-être une certaine confusion en disant est-ce que je dois répondre que j'y viens par plaisir, donc je réponds d'emblée sur cet item, et en même temps quand j'y viens parce que je viens écouter une conférence qui est parfois un peu ardue, ou que j'emprunte des livres aussi qui sortent de mon univers, je ne ciblerai du coup pas cette réponse, alors que c'est peut-être les deux en même temps. Alors bon, j'imagine qu'on peut peut-être répondre plusieurs items à cette même question, mais est-ce que ça induit pas une confusion un peu récurrente sur le statut de la culture et particulièrement de la bibliothèque, et qu'on ne pourrait pas essayer d'affiner ces questions-là sur ce que la bibliothèque a changé dans leur vie, en sortant un peu de en oubliant un petit peu peut-être en reformulant cela, qui parfois nous porte préjudice parce que ça
ça induit que la bibliothèque est toujours perçue du côté de la culture loisir et que c'est peut-être plus facile de la remettre en cause, alors qu'on essaye de souligner l'importance de la culture dans la vie des gens et donc dans le développement social, dans le bien-être social global. Je ne sais pas si je vais vraiment arriver à répondre à votre question, mais nous avions une vingtaine d'items, une vingtaine d'éléments qui étaient basés sur, on va dire, les sciences de la communication. Il y avait des personnes qui voulaient montrer quelle était la contribution des médias de masse dans l'éducation des citoyens. Et nous avons pris les éléments de recherche dans ce domaine et nous les avons collés, entre guillemets, sur nos recherches dans le secteur des bibliothèques. Et il y avait toutes ces questions et il y en avait 3 sur l'éducation, 3 sur la culture, 3 sur le travail et ainsi de suite. Et donc j'aurais tendance à dire que sur le plan global, cela devrait nous permettre d'obtenir un récit équilibré sur la véritable contribution de la bibliothèque publique vis-à-vis des personnes qui s'y rendent. Et ce que montre la comparaison de ces 5 pays, c'est que le plaisir que l'on a dans la lecture est au même niveau que dans les autres pays aux Pays-Bas. Mais là où nous avons une note plus basse par rapport aux autres pays, on n'a pas su dire ce qui le justifiait. Pourquoi nous, on avait moins de personnes qui venaient chez nous pour d'autres raisons. Nous, on n'a pas su dire pourquoi ces autres domaines sont plus négligés, entre guillemets, aux Pays-Bas que dans les autres pays. Pourquoi est-ce que chez nous, oui, les gens insistent vraiment sur le plaisir dans la lecture, le côté ludique et agréable, et pas sur les autres domaines. Donc nous sommes encore en train de nous gratter la tête afin de voir qu'est-ce qui explique cette différence.